En Haute-Kabylie, de nouvelles actions terroristes ont déclenché une vaste opération de police. Aidée par les habitants d'Édouard qui ont démontré leur loyalisme, la troupe chargée d'assainir la région des Oisifs et la vallée du Sébaou a procédé à une fouille systématique des villages en vue de s'emparer des agitateurs responsables de nombreux attentats. En Tunisie, l'opération Fellaga, organisée par les gouvernements français et tunisiens, a pris fin. À la date limite, on a enregistré la reddition de 2700 rebelles qui ont rendu plus de 2000 armes à feu. Le résident général de la Tour, après avoir dressé le bilan de l'opération, s'est rendu à Paris pour tenir au courant le gouvernement du climat créé en Tunisie par sa politique de pacification. Les populations loyales du massif de l'Aurès ont gagné les zones de sécurité créées par les autorités françaises pour les protéger contre les Fellaga. Dans les Djebel, les opérations de ratissage se poursuivent et les accrochages se multiplient et semblent gagner en violence. Les suspects arrêtés dans les montagnes sont dirigés vers des centres de rassemblement. Mais rien ne ressemble plus à un Fellaga qu'à un paisible berger et réciproquement. La parabole de la séparation de l'ivraie et du bon grain n'est pas ici d'une application facile. Monsieur Mitterrand, ministre de l'Intérieur, a rendu visite aux douars de la région. On sait que Monsieur Mitterrand a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire cesser le terrorisme et d'opposer la force à la violence. En Algérie, tous les centres vitaux sont désormais sous la protection des forces du service d'ordre. Le massif de l'Aurès, repère des hors-la-loi, est systématiquement ratissé. Tout autour de Batna, les patrouilles se multiplient et plusieurs chefs rebelles ont été arrêtés. Les troupes qui opèrent dans les gorges et sur les crêtes de Tiranimine doivent être ravitaillées par parachute. En fait, c'est tout le département de Constantine qui se trouve engagé dans la zone des opérations par suite de la proximité de la frontière tunisienne. Parmi les nombreux prisonniers, certains ont été trouvés porteurs d'armes et de munitions. La réaction vigoureuse des autorités françaises et l'arrestation de plusieurs centaines d'agitateurs était la seule riposte à opposer à ceux qui ont fait de l'assassinat une doctrine politique. Orléansville a reçu une des premières visites officielles de M. Jacques Soustelle. Le nouveau gouverneur de l'Algérie a voulu se rendre compte des conditions d'existence 6 mois après la tragédie qui a dévasté la ville. Actuellement, la plus grande partie des sinistrés a trouvé un abri provisoire et la vie collective a repris dans les ruines. Demain, Orléansville reconstruit sera la ville la plus moderne d'Algérie. En application des décisions prises au Conseil de coordination des affaires d'Afrique du Nord, d'importants renforts d'hommes et de matériel ont été débarqués à Oran.
La 4e division d'infanterie mécanisée, qui était stationnée en Allemagne et faisait partie des forces de l'OTAN, va renforcer le dispositif militaire en Afrique du Nord. Mais le gouvernement français sait bien que la force n'est pas une solution. Et c'est pourquoi le général Catroux, qu'on voit ici à son retour de Madagascar, accueilli par M. Pinet, a conféré avec l'ex-sultan du Maroc, Mohamed Ben Youssef. Dans le même temps, au Caire, une délégation de l'Istiklal a étudié l'évolution de la situation marocaine. Les leaders nationalistes ont rendu visite à l'émir Abdelkrim. Rien n'a été changé des résolutions prises à Rome. Enfin, le chef du Néo-Destour, M. Bourguiba, est rentré à Tunis après un séjour d'1 mois en France. L'accueil qu'a reçu M. Bourguiba a montré que la politique de conciliation menée par la France en Tunisie porte ses fruits. L'opération la plus importante, entreprise par les troupes françaises depuis le début des événements d'Algérie, s'est déroulée en différents points de la Kabylie, et notamment dans la région de Sidi Ali Bonna. Ce douar, situé dans un massif presque inaccessible, était un centre permanent d'agitation. Les maisons ont été fouillées une à une et de nombreux suspects ont été arrêtés. Cette opération, baptisée Aloès, qui a mis en œuvre 7 bataillons, n'a rencontré aucune résistance. Dans le massif de l'Aurès, les postes militaires continuent la mise en place du réseau de protection contre les éléments rebelles. Pour restaurer l'ordre et ramener le calme, les compagnies de marche de la Légion ont été chargées de ratisser chaque vallée des régions montagneuses de l'Algérie, notamment celle du Constantinois, où récemment encore des rebelles abrités dans des terrains favorables ont attaqué des convois civils et militaires. Pour apaiser les zones les plus troublées, les opérations d'assainissement se poursuivent chaque jour, suivant un plan mis en œuvre par le gouvernement. Monsieur Roger Léonard, gouverneur général de l'Algérie, vient d'accomplir une tournée d'inspection en Oranie et dans les régions sinistrées du Chélif. À Saïda, comme à Cassaigne, l'élan des populations, réponse nette et indiscutable aux fauteurs de troubles, a prouvé au gouverneur général la permanence du loyalisme algérien. Dans le Chélif, monsieur Roger Léonard a tenu à visiter les installations édifiées de toute urgence pour assurer les besoins vitaux des populations musulmanes, notamment la cité rurale d'Orléansville, dont les baraquements provisoires offrent un confort et une sécurité que n'osaient plus espérer ceux qui ont tout perdu. À Alger, les anciens du corps expéditionnaire français en Italie ont uni dans le même hommage les grands noms de Juin et de Leclerc. Au cours d'une prise d'armes en présence du maréchal Juin et de la maréchale Leclerc, le député maire Jacques Chevalier a reçu la médaille commémorative de cette immortelle campagne. L'œuvre française en Afrique du Nord durera, devait affirmer le maréchal au cours de ces cérémonies, dont le moment le plus solennel a été le défilé des anciens combattants algériens, auxquels s'étaient jointes d'importantes délégations marocaines et tunisiennes. C'est à l'ensemble de l'armée d'Afrique, riche de gloire et de sacrifices, que le maréchal de France a adressé son salut.
Algérie, pour répondre aux menaces terroristes, ont été constituées sous le nom de groupes mobiles de police rurale des forces supplétives composées en majeure partie de volontaires musulmans ayant servi dans l'armée d'Afrique. Ces unités, sitôt équipées et encadrées, sont dirigées sur les points du bled où ont été signalées des concentrations de rebelles. Dans la région d'El Milia, les nouvelles recrues ont reçu le baptême du feu. Traqués dans leur repère de rochers, un certain nombre de hors-la-loi ont dû mettre bas les armes et se rendre au GMPR. Premier fait d'armes, première victoire des gardiens du bled. Véritable école de l'audace de la Marine nationale, le centre Sirocco, à quelques kilomètres d'Alger, est spécialisé dans l'instruction des fusiliers marins pour leur affectation ultérieure au commando. Un entraînement sportif intense, où nombre d'activités empruntent leur technique à l'art de l'alpinisme, aboutit à la formation physique complète des jeunes soldats qui seront, à l'issue de leur stage, étrangers au vertige et accoutumés aux tentatives les plus risquées. Franchissement de rivières ou va-et-vient entre navires sont parmi les exercices les plus athlétiques et les plus spectaculaires. En Algérie, où la paix des villages est souvent troublée de façon brutale par des incursions de rebelles, des dispositions viennent d'être prises pour qu'à la première alerte, les hommes valides abandonnent leur activité habituelle, se transforment en soldats et assurent la protection de leur localité. Cet exercice, exécuté par la garde territoriale de Zeralda, montre le fonctionnement du dispositif. En toute hâte, les volontaires troquent leurs vêtements et leurs instruments de travail contre le calot, la capote et le fusil et vont se ranger sous les ordres des officiers de réserve qui commandent les groupes de défense territoriale. Ces unités, composées de Français et de musulmans, n'opèrent que dans les limites de leur commune et pour des missions strictement défensives. Pour la première fois, la caméra des actualités survole la piste du Djerf, piton isolé en plein massif sauvage des Lemencha. Seules de telles vues permettent d'imaginer les difficultés non seulement opérationnelles, mais même de simple ravitaillement dans une telle nature. Et cependant, le contact est maintenu en permanence avec ce précieux poste d'observation environné de massifs hostiles, où la caméra de Jean Limon vous fait découvrir ici ces repères rocailleux, ces grottes où se réfugient les Fellagas après leur coup de main. Partis de Tébessa, les avions légers d'appui attaquent à la mitrailleuse et aux roquettes ces points de ralliement à distance de fusil. Ils parviennent à rendre difficilement tenables des positions qui pouvaient, avant leur intervention, être considérées comme inexpugnables. Un service d'ordre exceptionnellement important a veillé sur les locaux proches d'Alger, où ont été interrogés Ben Bella et les autres chefs nationalistes algériens. Les 5 leaders du FLN ont été depuis transférés à Paris et écroués à la prison de la Santé, où ils bénéficient du régime réservé aux détenus politiques. Pour faire face aux dépenses qu'impose la situation en Algérie, le gouvernement lance un grand emprunt national. L'Algérie, c'est l'œuvre de la France depuis 5 générations. L'Algérie, c'est une terre fertilisée par le labeur des hommes après un siècle d'efforts patients et tenaces. C'est un nombre imposant de barrages, immenses réservoirs d'eau et d'énergie. C'est une énergie naissante mais moderne. C'est demain le pétrole, source de richesse. Grâce à la France, l'Algérie est passée en un siècle de 2 à 9 millions d'habitants. Malgré les événements, le progrès social se poursuit. Lutte contre la maladie, lutte contre l'ignorance, lutte pour les cités lumineuses qui donneront à la vie un visage plus clair et plus heureux. C'est pourquoi le président Guy Mollet a pu dire « Aujourd'hui, c'est à chaque Français que je demande de fournir sa contribution. En souscrivant à l'emprunt, il peut, il doit manifester sa volonté de maintenir l'Algérie indissolublement liée à la France et sa solidarité avec les peuples de l'Algérie pour plus de prospérité et pour plus de bien-être. Souscrire à l'emprunt, c'est donc faire confiance au développement du pays, mais c'est aussi faire confiance à sa mission africaine. À chaque Français, je demande de faire son devoir, de souscrire
pour l'Algérie et pour la France. Très nette de l'ambassadeur des États-Unis Dillon devant la presse diplomatique parisienne. Les 4 départements de l'Algérie font partie intégrante du territoire français. J'espère qu'après les éclaircissements que je viens de fournir sur la politique des États-Unis en Afrique du Nord, vous sentirez le désir de joindre vos efforts aux miens pour dissiper les malentendus du passé et pour amener chacun à se rendre compte que dans sa lutte pour trouver des solutions libérales qui assureront la continuité de sa présence en Afrique du Nord, la France a l'appui total des États-Unis. À quelques jours du vote massif de l'Assemblée en faveur des pouvoirs spéciaux, les représentants des quotidiens régionaux reçoivent le président du Conseil qui leur expose les projets du gouvernement en matière de politique algérienne. Le plan d'action sociale et militaire ainsi défini va entrer en application immédiate. En Algérie, les renforts continuent d'affluer conformément au plan de pacification arrêté par le gouvernement. Le pont aérien, établi pour une dizaine de jours entre l'Afrique occidentale française et Alger-Maison-Blanche, est un des aspects de ce vaste mouvement de troupes qui porte sur des dizaines de milliers d'hommes. En demandant que se poursuive cet effort, le ministre résident, M. Robert Lacoste, a précisé « Plus ces effectifs seront nombreux, moins il y aura de sang versé en Algérie ». En Kabylie, une opération héliportée d'un caractère particulier a eu lieu sous le commandement du général Dufour. Il s'agissait d'une remise d'armes au village de Feraoun, dont les habitants assureront avec le concours d'un détachement du 29e BCP leur propre défense contre les incursions des rebelles. La France a entendu ainsi montrer sa confiance non seulement aux Algériens qui lui sont restés fidèles, mais aussi à ceux qui sont revenus se placer sous sa protection. À Salon de Provence, un groupe de 34 chasseurs, dont 16 Mistral à réaction, a été passé en revue par les généraux Léripier et Deschaux avant son envol pour l'Algérie, où il ira renforcer le dispositif aérien conformément au plan en cours d'exécution. L'appui de l'aviation de chasse s'est révélé capital dans les récentes interventions combinées air-terre contre les bandes rebelles opérant dans le Constantinois. Dans les hôpitaux de Rétif et d'Alger, les rescapés du massacre des innocents qui a ensanglanté la vallée de la Soumam portent encore dans leurs yeux l'horreur de la tragédie qu'ils ont vécue. Cette vallée de la Soumam, dont le nom prend aujourd'hui la même résonance sinistre que celui d'Oradour, garde la marque des raids de terreur dirigés contre les Kabyles restés fidèles à la France. Les Mechtas incendiés disent la violence de ces assauts aveugles. Cependant, la vie reprend peu à peu dans les villages martyrs, et avec elle la confiance. Le loyalisme est sorti intact de cette rude épreuve et les groupes d'autodéfense constitués par l'autorité militaire n'ont pas déçu les espoirs placés en eux. C'est pourquoi, au cours d'une sorte d'immense prise d'armes qui englobait toute la vallée de la Soumam, les chefs de ces groupes d'autodéfense ont reçu leur drapeau. Et rien n'était plus émouvant que ce pèlerinage en hélicoptère sur les lieux où la fidélité a résisté. L'opération Confiance est une des plus extraordinaires expériences qui ait jamais été tentée sur le plan militaire. Mais le drame de la Soumam a démontré que la France doit être en mesure d'assurer la protection de ceux qui ont répondu à cette confiance. Les dispositifs de surveillance ont été renforcés sur les lignes de chemin de fer algériennes depuis le récent attentat commis par les rebelles entre Turenne et Marnia. À la suite du déboulonnage de 75 mètres de voie, 2 locomotives se sont précipitées dans un ravin, mais par bonheur, aucun accident mortel n'a été à déplorer. Désormais, la surveillance s'exercera sur la ligne en permanence, de jour et de nuit. D'autres mesures de protection ont dû être prises sur le marché de Bourzel, au nord de Lorès, que 10 000 personnes continuent à fréquenter chaque samedi, malgré les tentatives d'intimidation des rebelles. C'est un peloton à cheval de spahis algériens qui assure désormais la garde du marché, centre vital d'échange dans cette région que les Fellagas ont mise en coupe réglée. En
En Algérie, où la pacification entre dans une phase nouvelle, 6000 Kabyles descendus des douars montagnards sont venus aux portes de Borny affirmer leur loyalisme aux représentants de la France. En les accueillant, le général Ollier, commandant civil et militaire de Kabylie, les félicita d'avoir fait un acte d'homme libre. C'est la multiplication et l'importance de ces ralliements en Kabylie qui ont amené le gouvernement français à décréter la prochaine restauration dans cette région de l'autorité civile. Enfin, à la veille du débat de l'ONU, le président Guy Mollet a précisé la position française en ce qui concerne l'Algérie. Assurer la stricte égalité des droits de tous les habitants de l'Algérie, quelle que soit leur origine et leur religion. Assurer la coexistence des collectivités qui composent l'Algérie dans le respect de leurs droits légitimes. Dégager la personnalité de l'Algérie en maintenant des liens nécessaires entre l'Algérie et la France métropolitaine. En termes catégoriques, la charte stipule qu'aucune de ces dispositions, et je cite, n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. C'est dans le respect de la charte que la France dénie toute compétence à l'Organisation des Nations Unies dans le règlement de l'affaire algérienne. Si, malgré la charte, l'Assemblée voulait en discuter, la France ne pourrait reconnaître d'autorité à aucun texte qui serait adopté en violation des règles que se sont fixées les Nations Unies elles-mêmes. À Melouzza, les survivants des massacres ont reçu des armes des autorités françaises. Ce geste est une réponse aux demandes des rescapés qui veulent s'opposer à l'épreuve de force des terroristes. Parallèlement, une section administrative spéciale s'installait près de la Mechta Kasbah dont la reconstruction est d'ores et déjà décidée. Les funérailles des victimes de l'attentat d'Alger se sont déroulées dans le plus grand calme. Par petits groupes ou en foule, Français et musulmans ont suivi jusqu'au cimetière les 9 innocents que le terrorisme a frappés. Peu à peu, le monde entier prend conscience de l'horreur des crimes du FLN. Dans ses tracts de propagande, le FLN avait fait savoir qu'il entendait marquer les fêtes de Pâques par une recrudescence d'attentats. C'est pourquoi les services de sécurité ont multiplié les perquisitions dans la Kasbah d'Alger. Les parachutistes et les policiers ont cerné le quartier de la Porte-Neuve, où des informateurs avaient signalé un dépôt de matériel terroriste. De nombreuses bombes, des dizaines d'armes automatiques et du matériel de propagande ont été découverts au cours des fouilles. Grâce à cette opération, il n'y a pas eu de Pâques rouge à Alger. En Algérie, dans le secteur d'Ain Sefra, des patrouilles motorisées procèdent au contrôle des campements de nomades. En certains cas, les rebelles ont utilisé des caravanes chamelières pour transporter clandestinement des armes et des munitions à travers le désert. Jour et nuit, sur les pistes sablonneuses, les patrouilles effectuent des raids de reconnaissance dont les résultats sont fructueux. Cependant, les opérations d'épuration menées par les unités parachutistes et les services de la DST se poursuivent. Ben Midi, agent numéro 1 du FNL en Algérie, et son agent de liaison Chergui ont été arrêtés. Avec ces hommes, les rebelles perdent l'essentiel de l'état-major qui organisait le terrorisme sur le territoire algérien.
Pendant que les politiques discutent, une œuvre se poursuit au cœur même de l'Algérie. Les Toubibas, ainsi que les appellent les indigènes, sont des assistantes sociales qui vont jusque dans les villages les plus reculés pour apporter un peu de secours matériel et moral. Ces femmes, toutes volontaires, accomplissent ici un travail très peu spectaculaire. Pourtant, ce sont ces efforts tenaces et obscurs qui donnent son vrai sens au mot de pacification. Le président Guy Mollet a voulu également, par une déclaration d'intention, dissiper tout équivoque sur la position de son gouvernement face au problème crucial de l'heure. La France ne permettra jamais que les Algériens d'origine européenne abusent de leurs avantages économiques actuels en cherchant à exploiter les musulmans. Mais elle n'acceptera jamais non plus que les musulmans profitent de leur nombre pour condamner à la tutelle ou au départ la minorité d'origine européenne. La France n'abandonnera jamais l'Algérie. L'arrestation du grand chef rebelle de la région d'Alger, Yasseb Saadi, réputé insaisissable, est un nouveau coup très dur porté à la rébellion algérienne. C'est en pleine Casbah, son repère et son fief, que Saadi s'est rendu au Para après plus de 2 heures de pourparlers. Son ami Sarah Adrif partage sa captivité.